de la matière très riche et abondante pour ouvrir justement le dialogue qu'on va avoir à plusieurs. J'invite François Ménard, Magali Castex, Sylvia Dovescovi et Raffaele qui va nous rejoindre par visio. Raffaele Barbato qui est à Lille. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on bouge un peu les chaises parce que comme Raffaele va être derrière vous, qu'on mette deux du côté gauche. Voilà. Comme ça. Voilà, super. Et Raffaele va apparaître sur l'écran. Alors, je ne veux plus présenter. Je pense que je vais arrêter. Bien. Alors, je ne présenterai plus Sylvia et Magali, mais et Sophie non plus, mais François Ménard. Alors, François est chargé de mission scientifique au PUCA. Le PUCA, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, Plan, Urbanisme, Construction, Architecture. Et si on a choisi d'inviter François, c'est parce que c'est quelqu'un moi, je ne veux pas te qualifier parce que le titre n'existe pas, mais de responsable scientifique du PUCA, parce qu'il observe beaucoup de choses et il a toujours un regard pertinent sur plein de sujets. Ça va de la ville intelligente à la ville résiliente, et il est sociologue de formation. Et je pense au-delà de ça, il enseignait aussi à un moment donné à l'université de Gustave Eiffel, ce qui nous a permis de faire connaissance et de s'apprécier mutuellement. Et je pense que son regard est très intéressant sur ce qui a été dit sur Cycleterre et sur les questions de la filière terre plus généralement. Alors, Raffaele Barbato qui va apparaître, qui est avec nous, qui est dans le Zoom, mais qui n'est pas sur l'écran encore. Alors, là aussi, c'était évident de l'inviter, puisqu'il est le coordinateur de tous les EUA d'Europe. Alors, du coup, il les connaît par cœur, ça j'en suis sûr. Peut-être qu'il a un faible pour Cycleterre, on va lui demander, mais l'idée, c'est quand même qu'il nous réponde en premier à la question qui est de dire quels sont les ingrédients pour une bonne replicabilité et une bonne pérennisation d'une action pilote type Cycleterre, et quelles sont les idées fortes qu'il peut avoir par rapport à cette question. Alors, je pense. En attendant qu'il arrive, je peux dire un mot sur Raffaele. Oui, d'accord. Juste pour nous, c'est assez émouvant d'avoir Raffaele aujourd'hui. Parce que il fait partie vraiment de l'équipe qui a sélectionné Cycleterre. Et il faut savoir que quand nous avons déposé la candidature, elle était bien évidemment magnifique, mais il manquait quelques petits détails, vraiment de taille. Et donc, IA nous a fait confiance. Ils nous ont dit, bon, il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre candidature, mais l'idée nous plaît énormément et nous faisons confiance au partenariat pour la réaliser. Et donc, ils ont choisi ce projet malgré ces quelques failles. Et donc, nous avons eu plusieurs mois, en fait, de tests, quelque part, où on avait déjà commencé à travailler, mais on n'était pas sûr à 100% d'avoir la subvention européenne, parce qu'il fallait apporter les preuves de notre capacité, notamment à exploiter le site de production, parce que c'était le tout petit détail que nous avions oublié dans la candidature. Et donc, voilà, on est vraiment très, très reconnaissant à l'équipe que Raffaele chapeaute pour nous avoir fait confiance. Oui, alors je peux dire aussi, apporter un regard par rapport à ma petite dernière casquette qui est expert action urbaine innovante pour Cycleterre, que je suis d'une manière attentive et observateur bienveillant, je dirais, par rapport à ce qui se fait, mais aussi j'ai eu à participer avec Raffaele et son équipe à l'évaluation de quelques projets sur l'économie circulaire. Et c'était un exercice très très intéressant parce que finalement on voit bien les difficultés que Sylvia tu mentionnais au début, c'est de dire il y a tellement de points qu'il faut couvrir et obtenir pour gagner un projet action urbaine innovante que l'exercice est très difficile. Mais le côté qui faisait la différence aussi, c'est cette question de dire est-ce qu'on reste sur un pilote ou on est sur un investissement qui peut être pérennisé et peut être dupliqué un peu partout. Parce que ce n'est pas le but de l'opération, de créer des démonstrateurs ou des pilotes, mais de dire couvrir les territoires, tout ça. Alors Raffaele, en t'attendant, on a essayé de faire au mieux avec Sylvia. On te passe la parole tout de suite. Oui.
pour témoigner de ce que tu sais sur Cycleterre. Et après, je donnerai la parole à François pour réagir. Et on demandera par la suite la parole à Monsieur Apparu qui est avec nous pour faire conclure sur l'atelier. Bonjour Monsieur Apparu. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez? Parfaitement. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Bonjour à tous tout d'abord. Et merci beaucoup à toute l'équipe Cycleterre pour l'invitation à ce colloque qui est fort intéressant jusqu'à maintenant. J'étais ravi d'entendre la présentation passionnante qui a été faite au début avec l'excursus historique, et j'étais autant intéressé et ravi d'entendre aussi la narration passionnée, cette fois-ci de Sylvia et Magali, de toutes les vicissitudes et l'évolution du projet Cycleterre. Alors, pour répondre à votre question, moi, si vous voulez bien, je prendrai juste 2 minutes pour vous rappeler à tous et à moi-même un peu le contexte dans lequel, disons, le projet Cycleterre, mais plus largement l'initiative Action Innovatrice Urbaine a démarré et a évolué ces dernières années. Il faut tout d'abord rappeler que l'initiative est assez récente, car la Commission européenne a décidé de lancer cette nouvelle initiative en 2015. Donc nous avons démarré un peu en mode start-up. Je me souviens bien encore avec mes collègues, nous n'avions même pas des bureaux, nous travaillons avec nos ordinateurs sur les genoux. Mais surtout, en fait, ce que je veux dire par cela, c'est qu'en fait, cette première cycle de programmation, parce que nous arrivons à la fin de la période de programmation 2014-2020, a été tout d'abord un processus d'apprentissage, d'évolution incroyable. Nous avons, en tant qu'initiative, donc en tant que secrétariat, nous avons beaucoup évolué, nous avons beaucoup grandi, et nous l'avons fait en s'appuyant globalement sur les villes. Nous avons beaucoup appuyé sur les villes dans ce processus d'apprentissage, et nous l'avons fait à la fois pour mettre à point un certain nombre de mécanismes, de procédures, disons plutôt opérationnelles, et en le faisant en étant à l'écoute et en ayant toujours un contact très direct et je pense très transparent et fluide avec les villes. Mais nous l'avons fait pour un élément encore plus important, qui était celle de comprendre quelle typologie d'innovation un mécanisme comme OUIA pouvait soutenir. Nous sommes partis avec un mandat plus ou moins clair, c'était celle de créer des laboratoires d'innovation et d'expérimentation dans les villes pour permettre à certaines villes, bien évidemment, nous n'avions pas une approche démocratique depuis le début, parce qu'on le savait que seulement un nombre très limité de villes seraient lauréats de l'initiative. Mais donc, l'idée, c'était de créer des laboratoires dans les villes pour permettre à ces villes de tester à une échelle urbaine réelle, et ce concept est assez important, certaines des idées les plus innovantes pour faire face aux défis urbains de notre époque contemporaine. Du coup, en fait, si vous voulez, il y avait un petit souci de départ, c'est que nous n'avions pas une définition d'innovation. Nous n'avions pas reçu de la part de la Commission européenne une définition bien claire, bien ficelée d'innovation. Au même temps, ça se comprend parce que la vocation de Action Innovatrice Urbaine, c'était celle d'intervenir sur un champ de politique publique assez large. Vous l'avez dit probablement au début, mais OUIA travaille à la fois sur les questions d'économie circulaire, mais aussi sur toutes les autres thématiques urbaines. La pauvreté urbaine, l'économie circulaire, le changement climatique, mais aussi mobilité, développement économique, inclusion des migrants et réfugiés, changement démographique. Donc vous voyez, notre champ d'intervention était aussi large qu'il était assez compliqué partir avec une définition bien claire de l'innovation. Et donc, si vous voulez, même la définition d'innovation, ça a été un parcours d'apprentissage pour nous. C'était en regardant le nombre assez important de propositions que nous avons reçues à tous les appels à projets. Vous avez rappelé que celui-là, dans lequel Cycleterre a été sélectionné, avait reçu plus de 280 propositions de partout en Europe. Donc voilà, c'était à la fois en regardant, comme tu l'as pu faire aussi avec nous, Youssef, dans la phase d'évaluation, où on allait découvrir en fait ce qui était le niveau d'innovation, le potentiel d'innovation, mais surtout l'intérêt des villes à proposer des idées innovantes. Et nous l'avons fait encore plus et de manière encore plus approfondie en accompagnant après les 86 projets que nous avons aujourd'hui dans les tuyaux, qui sont aujourd'hui en phase d'implémentation. Donc voilà, ça c'était juste une petite introduction pour rappeler la jeunesse, entre guillemets, de l'initiative et en même temps cette évolution, y compris sous la compréhension du concept d'innovation qui est au cœur de notre activité.
Alors maintenant, si je déplace mon attention au projet Cycleterre en particulier, nous parlons de duplication, nous parlons de réplicabilité, mais là aussi, je pense que le point de départ, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'innovant, de réellement innovant dans un projet comme celui-là. Et ma première réponse, une réponse un peu comme ça, disons, de G, c'était dire que l'innovation d'un projet comme Cycleterre, c'est une innovation complexe, c'est une innovation articulée et c'est une innovation intégrée. Et donc, si je peux utiliser une analogie plutôt conviviale, je dirais qu'en fait, c'est une sorte de cocktail. C'est une sorte de cocktail dans lequel il y a différents ingrédients qui, à la fin, génèrent la vraie innovation qui est au cœur d'un projet comme ça. Donc, je vais essayer un peu de décortiquer, de décomposer un peu les ingrédients d'innovation que, de mon point de vue, existent dans un projet comme Cycleterre. Alors, tout d'abord, je pense que l'élément d'innovation force peut-être le plus intéressant, le plus audacieux, c'était le positionnement que la ville de Sevran a voulu avoir en répondant à cet appel à projet. C'était un positionnement audace, courageux, qui a poussé la ville globalement à explorer des nouveaux horizons de politique publique propres à une collectivité locale, au point de la positionner, à mon avis, presque en lisière, disons, à la frontière de ce qui sont les champs d'intervention classiques d'une collectivité locale. Ceci a été fait tout d'abord par le choix de se positionner sur une thématique d'économie circulaire, que bien évidemment, elle était à la mode en ce moment, mais qui reste quand même particulièrement nouvelle pour les collectivités locales. Et là, ça a été fait en choisissant un matériel que nous avons entendu à une histoire passionnante qui remonte au début de l'humanité, mais qui en même temps reste quand même un matériel particulièrement nouveau pour les contextes, les dynamiques de développement urbain contemporain. Et il a fait surtout en essayant de regarder la circularité donc du process et donc de garder les deux composantes, la composante environnementale et la composante économique, vraiment d'une manière cohérente et encore une fois audacieux, parce que a poussé la ville à aller jusqu'à se positionner comme un facilitateur d'un processus industriel. Et nous le savons bien, nous l'avons entendu aussi par Sylvia et Magali au début de leur présentation, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau pour une ville, c'est quelque chose qui, encore plus, peut générer des frictions par rapport à ce qui sont les compétences et donc, disons, le champ d'action, y compris légal et réglementaire classique d'une collectivité locale. Donc, je pense que le premier élément d'innovation, c'est ce positionnement assez audacieux, cette volonté d'aller jusqu'au bout de la boucle de la circularité, dans ce cas-là, appliquée à le matériel de la terre. Les conséquences de cet positionnement audacieux. Déjà, on a innové dans le champ d'action, le champ du possible d'une collectivité locale. Nous avons aussi, la ville de Sevran, je pense, et j'y reviendrai par la suite, elle a aussi innové concernant la posture qu'une collectivité locale peut avoir par rapport à ce que nous, on appelle l'écosystème d'innovation qui existe aussi dans un territoire comme celui de Sevran. Il a innové en termes de compétences requis et nécessaires à la fois pour les équipes de la ville, mais aussi pour les équipes qui ont accompagné ce projet-là, parce que bien évidemment, souvent, surtout au sein des collectivités locales, c'est des compétences, des skills qui ne sont pas forcément acquis, qui ne sont pas forcément présentes toujours. Et voilà, encore une fois, cette, je dirais, presque perpétuelle friction qu'il y a pu avoir vis-à-vis du champ réglementaire et légal qui encadre les fonctions et les compétences d'une collectivité locale en France comme ailleurs. Donc, la première dimension d'innovation, c'est ce positionnement audacieux et courageux. Le deuxième niveau, c'est d'innovation, pour moi, elle est dans l'intégration que le projet a voulu, poursuivre depuis le début. Et ici, pour moi, ce qui est intéressant, c'est cette intégration va au-delà, disons, de l'élément circulaire et donc environnemental et économique, parce que comme on l'a vu aussi dans la présentation qu'on vient d'entendre, il y avait aussi une vraie ambition et un vrai objectif d'intégration aussi dans la dimension sociale, avec toute la dimension d'insertion à l'emploi grâce à ces nouvelles opportunités industrielles et économiques que le projet allait générer, mais aussi une intégration liée à un projet d'aménagement du territoire. Donc, c'était pas uniquement un projet économique, c'était pas uniquement un projet industriel, mais c'était vraiment un projet qui allait couvrir plusieurs piliers de ce qu'on considère être l'approche du développement urbain durable.
Ensuite, troisième ingrédient, très important à mon point de vue, la gouvernance du projet. Et là, je ferai une distinction entre la gouvernance, disons, en cours de route et la gouvernance, celle qu'aujourd'hui on envisage pour assurer la pérennité, la soutenabilité, la durabilité du projet. En cours de route, comme vous l'avez vu, ce projet-là se caractérise pour un partenariat assez large, assez diversifié, dans lequel en fait il y a vraiment des compétences qui sont bien évidemment complémentaires, mais sur lesquelles en fait on voit aussi la présence d'acteurs qui n'ont pas forcément une habitude au quotidien de travail avec une collectivité locale. Donc je pense que depuis le début, il y a eu ce travail qui a été fait, et sur ça encore une fois, je reconnais l'engagement, la passion qui Magali et Sylvia ont mis dans ce genre de travail, de vraiment de créer des géométries variables, moi ce que j'appelle des géométries variables de gouvernance. Et dans cette géométrie variable, à mon point de vue, ce qui est plus intéressant, c'est qu'en fait, la collectivité, donc la ville de Sévran, a un peu changé son positionnement classique dans ce genre de projet. Dans ce projet-là, la ville de Sévran n'était pas la chef de file dans le sens classique. Et vous l'avez vu aussi dans le tableau que Sylvia vous a présenté à la fin. Il suffit de regarder la répartition budgétaire. Vous voyez bien que la ville, en tant que telle, c'était pas l'acteur qui avait la dotation financière la plus importante. Donc, en faisant ça, elle a aussi, entre guillemets, perdu le levier financier qu'on a dans des projets classiques, dans lesquels en fait la ville garde, disons, la caisse et utilise du coup le levier financier aussi pour faire en sorte que tout le monde soit aligné derrière le chef de file. Ici, je pense que le positionnement a été audacieux encore une fois depuis le début et a fait en sorte que la collectivité locale, de mon point de vue, se positionne un peu comme ce qu'on appelle maintenant un peu dans la littérature de l'innovation urbaine, plutôt comme un manager d'écosystème. Quelqu'un qui est au centre de l'écosystème, qui connaît les potentialités des différents acteurs et qui devient en sorte un chef d'orchestre, quelqu'un qui est capable de faire sortir le mieux de chacun des acteurs pour converger bien évidemment vers un intérêt public. C'est ça le vrai rôle que la ville de Sévran a gardé de bout en bout, c'est de dire c'est un projet d'intérêt public, c'est un projet qui doit bénéficier le territoire et les citoyens de Sévran. Mais en faisant ça, en faisant converger donc les énergies, le potentiel de chacun des acteurs. Et je pense que sur cet élément, il est extrêmement important de reconnaître aussi que forcément, avec une configuration de manager d'écosystème, le levier, comme je disais, ce n'est plus un levier économique, mais c'est plutôt un levier ou un collant de confiance réciproque et mutuelle qui a pu se définir et établir au sein du partenariat. Donc ça, c'est tout ce qui était, disons, la gouvernance en cours de route, qui est encore d'actualité et qui, je pense, c'est aussi un peu un des héritages aussi les plus importants qu'un projet comme Cycleterre laisse sur un territoire. Parce que, vous l'avez vu, la ville l'a vu, c'est possible de travailler de manière différente avec les acteurs de l'écosystème local d'innovation. La gouvernance, maintenant, tout le travail qui est fait aujourd'hui pour créer un modèle de fonctionnement sur le futur de l'opération, et donc cette idée de la société coopérative d'intérêt collectif que je trouve être aussi un élément d'innovation. Je termine en disant qu'il y avait aussi beaucoup d'innovation dans la capacité de réaction que les équipes ont pu avoir. Vous les avez entendus, c'était pas un long fleuve tranquille. Il y a eu beaucoup de vicissitudes, il y avait beaucoup de déviations, il y avait beaucoup de nécessité d'ajuster et changer le cours de l'intervention. Et sur ça, en fait, je veux vraiment saluer l'engagement et, disons, aussi l'intelligence opérationnelle et théorique que toutes les équipes ont fait preuve pour faire en sorte que, malgré les problématiques, ce projet arrive aujourd'hui à une conclusion que je dirais plus que satisfaisante. Merci Raphaël. François? Merci. Beaucoup de choses ont déjà été dites, passionnantes. Donc moi, j'aurais une intervention. Ah, très bien. Qui utilisera beaucoup le réemploi et le recyclage de ce qui aura déjà été dit. En vous écoutant, voilà, moi, j'ai le sentiment que le projet Cycleterre est vraiment emblématique d'un moment particulier de la transformation, de la production du bâtiment et plus largement de la production urbaine en France et en Europe. Il est à l'intersection de plusieurs logiques qui sont aujourd'hui un petit peu en crise ou qui ont touché leurs limites. J'aurais envie de dire à la crête même de deux grands versants, de deux grandes conceptions de l'innovation.
qui sont historiquement l'innovation industrielle et l'innovation de chantier. Je suis un peu réducteur. Dans le domaine qui nous intéresse, l'innovation industrielle s'est constituée contre le chantier, contre l'aléa du chantier, contre sa fragmentation, avec l'idée que par l'industrialisation, par la préfabrication, on allait améliorer, on allait optimiser la réalisation des bâtiments et des ensembles qu'on devait construire, alors souvent dans un contexte d'urgence, de reconstruction, de croissance démographique. Et ce modèle industrialiste, il a eu ses heures de gloire, il a produit les dalles alvéolées précontraintes en béton, et il s'inscrit finalement dans un schéma assez simple aujourd'hui, avec on a un schéma un peu linéaire où il y a de la recherche et développement, de la recherche-innovation, des idées qui débouchent sur une proof of concept, sur des prototypes, puis ensuite sur des pilotes, un déploiement de série dans la perspective, mais Magali le rappelait, d'une économie de filière fondée sur des économies d'échelle. Alors, plus récemment, depuis une trentaine, quarantaine d'années, le chantier est redevenu un lieu d'innovation, une source d'innovation, mais plus sur le domaine organisationnel et procédural, avec typiquement l'ingénierie concurrente des années 90-2000, où là, finalement, aux économies d'échelle et à la consolidation de filières proposé par le modèle industrialiste, il y avait l'idée que le chantier était un lieu d'innovation organisationnelle, procédurale, par la focalisation progressive sur l'objectif, sur des coopérations horizontales, ce qui d'ailleurs n'a pas été spécifique au chantier ou au moment constructif, mais qu'on a pu retrouver dans l'urbanisation avec le passage de la planification au plan guide, qu'on a retrouvé aussi dans l'économie numérique, dans l'IT, avec la méthode agile, qui consistait à ne pas attendre le produit final avant de le commercialiser, mais impliquer, engager les utilisateurs, les clients dans sa conception, ou alors ce qui se retrouve dans les politiques urbaines en général en Europe par l'échange de bonnes pratiques, typiquement ce qui se passe avec Urbac dans les projets européens. Mais donc cette dimension de l'innovation strictement organisationnelle et cognitive, d'ailleurs qui a été très influencée ces dernières années par le modèle du numérique, met un petit peu à l'écart la matérialité, les process industriels et les technicités qu'il requiert. Donc dans le cas du projet de Cycleterre, j'ai l'impression que, je te le disais, qu'on se situe à la crête entre ces deux régimes de l'innovation, le régime industriel et le régime du chantier, parce que si la ressource est abondante, elle est latente, elle n'est pas disponible comme dans le cas de carrières, comme dans le cas de forêts en exploitation, elle est en fonction d'opportunités locales et en quelque sorte elle rompt avec la matrice extractiviste de nos schémas industriels. Mais elle n'est pas qu'organisationnelle, fonctionnelle, elle requiert un chantier disposant d'un terrain suffisant pour une ligne de production mobile, elle requiert des machines, ou alors si ce n'est pas sur le site, c'est sur un site voisin qui permet une unité de production temporaire à proximité. Donc elle est pour partie fonction d'opportunités locales qui lui interdit le modèle purement industrialiste de la réplication. Mais donc elle requiert, je le disais, une technicité, un savoir-faire, une technologie spécifique qui ne permet pas de la réduire à ce modèle de l'innovation organisationnelle, managériale, et donc ça en limite aussi en partie la réplicabilité. Alors, c'est donc une innovation dont le destin est incertain, c'est une innovation en mouvement et pas simplement en position d'équilibre, et c'est là où peut-être vous êtes un petit peu pionnière, puisqu'on a ici des femmes, sur peut-être une bifurcation vers un nouveau régime socio-technique de l'innovation, où l'idée est que cette innovation ne va pas s'inscrire dans un mouvement où le démonstrateur est rendu possible
par l'aide de la collectivité publique, là ici l'Europe, et devrait acquérir une forme d'autonomie marchande, ce qu'on voit typiquement dans les appels à projets européens de recherche et innovation, avec le classement en TRL, Technology Readiness Level, où le niveau ultime, le TRL 7, c'est la maturité marchande, puisque de marché, il n'en existe pas en dehors d'un territoire particulier où le modèle s'avérerait compétitif par rapport à d'autres solutions. Alors certes, il va devenir compétitif parce que, on l'a encore appris tout récemment, le coût des matières premières devient problématique. Il y a une dépêche de l'agence AEF hier disant que le plan de relance était mis en péril à cause de la pénurie et du coût des matériaux de construction. Donc il peut naturellement devenir compétitif, mais il exige malgré tout une forme d'intelligence contextualisée, une intelligence territoriale. Raphaël parlait d'écosystème. Il n'y a pas d'écosystème sans territoire. Et aujourd'hui, on peut se demander si l'innovation dans laquelle vous vous situez, elle ne gagne pas à s'inscrire dans un chemin qui ne s'émanciperait pas de la collectivité publique et de ses apports financiers, mais qui la réintégrerait, mais sous un statut différent. Pour le dire autrement, le destin de la construction en terre crue à partir de terres inertes d'excavation n'est pas seulement du côté du marché, il peut se situer ailleurs que dans une économie de filière pure, mais plutôt s'inscrire dans une logique d'écologie territoriale où la valeur procède de l'intégration sur un même territoire des acteurs, de compétences et de ressources dans un système productif local qui n'interdit pas la présence d'entreprises privées ayant leur propre modèle d'affaires, qui n'interdit pas une ingénierie technicienne. Au contraire, elle est requise, qui n'interdit pas l'organisation professionnelle en syndicat ou en filière, mais à travers un statut qui est un petit peu différent et qui prend sa valeur en regard d'un système d'acteurs, d'un écosystème dans lequel la collectivité a toute sa place, plus simplement en tant que subventionneur, mais en tant que propriétaire du foncier, aménageur, donneur d'ordre, commanditaire, formatrice, cliente, animatrice, qui vont potentialiser donc, ce système productif local. Alors je dis local, mais on a bien vu que ce local était à considérer en fonction d'un certain nombre de grandeur qui s'inscrivent dans des territoires emboîtés plus vastes, donc un système productif local ouvert, ni purement localiste, ni complètement offshore, hors sol, et qui est à la fois la garantie de la réalisation, l'aboutissement du projet. On voit que si un acteur fait défaut, on peut trouver des formes de réajustement territorial. Il y a une forme de fonctionnement un petit peu organique au sein de ces écosystèmes, mais qui requiert absolument la présence de l'acteur collectivité. On l'a vu d'ailleurs avec la société coopérative d'intérêt collectif qui à la fois met en avant le mode coopératif comme à la fois instrument et modèle entrepreneurial et permet, à la différence des coopératives classiques, l'implication d'une collectivité territoriale, d'une collectivité publique au sein du projet. Donc ça ouvre de multiples perspectives qui, alors peut-être à la fois se dégagent du moment présent que j'évoquais pour s'inscrire dans une histoire culturelle, et pas plus simplement fonctionnelle, plus longue de la ville et de l'habitat. À la pause, nous échangeons autour du programme que lance l'Union européenne, qui est un programme dédié à la construction et à l'architecture, qui est plutôt un mouvement créatif et interdisciplinaire, plutôt qu'un programme de réalisation, et qui vise à créer des lieux esthétiques, durables, inclusifs. Donc, on n'est pas encore au niveau du concours, on est plutôt dans des discussions et de la co-conception. Ce programme s'intitule New Bauhaus. Ça n'est pas complètement anodin,
Dans les textes de présentation de l'Union européenne, on parle du bâtiment comme un nouveau vaisseau terrestre, comme de nouveaux vaisseaux terrestres. Et donc, ce terme de New Bauhaus est comme une invitation à inventer une architecture, une nouvelle architecture vernaculaire, non pas au sens où elle reproduirait ou pasticherait des procédés additionnels, mais qu'elle s'inscrirait, qu'elle serait fondée sur l'exploitation de ressources disponibles localement, des ressources matérielles, des ressources en termes humains, de compétences, de désirs, d'envie, et inventer un nouvel art de vivre et de bâtir. Donc, je conclus là-dessus. Donc, il semble que qu'une construction d'architecture employant des terres inertes issues d'excavation peuvent tout à fait servir cet objectif du nouvel art de vivre et de bâtir. Mieux, ça peut en constituer un exemple, un emblème, à côté d'autres formules, et là aussi ça a été évoqué, s'inscrivant dans un art du réemploi, et acquérir le statut d'innovation globale, celle qui nous fait passer, pour reprendre la formule de Giles, qui est un des théoriciens de l'innovation aujourd'hui, d'un régime socio-technique à un autre, d'un régime socio-technique, on va dire, issu de la première modernité, ou de la deuxième modernité même extractiviste qui s'émancipe du territoire, un régime socio-technique du réemploi, du recyclage, de l'économie, de la sobriété, mais qui transforme ce qui était une contrainte en une valeur féconde, pérenne donc, mais selon des modalités qui seront inventées sur chaque territoire. Alors la réplicabilité dans tout ça, elle doit s'affranchir du modèle industriel, elle ne peut pas se référer à des seules techniques organisationnelles et managériales, elle doit trouver ses espaces, elle doit trouver son économie et elle doit convaincre les décideurs publics de la nécessité de leur implication, non pas comme soutien initial, mais comme acteur à part entière. Voilà, merci. Merci François, très riche et ça ouvre énormément de pistes de réflexion, mais vraiment de niveau conceptuel, pour dire finalement cette innovation autour des questions de la valorisation, de la circularité, de l'économie circulaire globalement, on les inscrit dans quel champ théorique de réflexion sur l'innovation. Je pense que pour les chercheurs, c'est quelque chose que tu viens de dire, un élément très important. Je ne sais pas qui veut réagir, peut-être Raphaël, mais très rapidement, ou Sylvia, ou Magali, ou Sophie, ou... non. Raphaël, tu veux dire quelque chose ou pas? Très rapidement, peut-être, vraiment rapidement, juste pour dire que, bien évidemment, sur ma première partie d'intervention, j'ai souligné les ingrédients d'innovation, mais bien évidemment, il faut que je souligne aussi que la duplicabilité, la transférabilité des projets, c'est un concept essentiel, central dans les actions innovatrices urbaines. C'est un critère de sélection que nous appliquons au moment de la sélection des projets et surtout, en fait, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en œuvre au fur et à mesure de l'avancement des projets. Et nous le faisons en faisant une distinction entre un transfert de connaissances et un transfert de pratiques. Pour ce qui concerne le transfert de connaissances, notre objectif, c'est faire en sorte que, par le biais des experts qui travaillent avec les villes, donc dans le cas de secrétaire, c'est par le biais de ton travail, Youssef, c'est celle de faire en sorte que nous allons cristalliser, ce qu'on en anglais on appelle the capturing, nous allons chercher et cristalliser, codifier la connaissance que ces projets génèrent. Et après, ce qu'on fait, c'est essayer de amener cette connaissance auprès d'autres acteurs européens qui pourraient être intéressés et qui font face à des défis un peu similaires. Donc ça, c'est, si vous voulez, ça c'est l'élément un peu plus, je dirais, soft, un peu plus fluide, dans lequel en fait on récupère la connaissance, on essaie de la packager et de la mettre à disposition des acteurs. Après, par contre, il y a un autre niveau de transférabilité, de duplicabilité, qui est celle de la pratique. Donc dans ce sens-là, ce qu'on essaie de faire, c'est de vraiment faire en sorte que d'autres villes soient en contact avec les villes où il y a, avec les villes d'action innovatrice urbaine, pour essayer une réplicabilité un peu plus concrète de la pratique qui était testée dans ce cas-là à la ville de Sévran vers leur territoire, leur contexte local.
Pour faire cela, bien évidemment, ça suffit pas juste de produire des rapports, ça suffit pas juste d'organiser des colloques. Pour faire ça, on a besoin des mécanismes beaucoup plus structurés et beaucoup plus proactifs qui facilitent cette transfert. Et donc là, j'ai terminé juste en disant que sur cela, nous avons fait des avancées récemment, grâce aussi à une collaboration avec le programme Urbact, qui a mis à disposition la méthodologie qu'elle a développée depuis des années sur le transfert des pratiques et que nous sommes en train de tester aujourd'hui avec certaines villes d'action innovatrice urbaine, celles qui ont déjà terminé leur processus de mise en œuvre, et que cette méthodologie Urbact, que je trouve fort intéressante, elle est basée sur un triptyque de concepts. On démarre avec la phase de understanding, donc il y a le besoin pour les villes qui observent de comprendre la pratique, dans ce cas-là la pratique des cyclotaires, et donc ça se fait par le biais de visites, disons de permanence, d'échanges qui est fait sous le terrain de la ville qui a implémenté la pratique. Et ensuite il y a la troisième étape, c'est l'adaptation et réutilisage de la pratique, qu'elle se fait chez la ville qui observe, chez la ville qui souhaite transférer la pratique, avec, encore une fois, avec l'appui des acteurs que, dans ce cas-là, à Sévran, ont pu mener à bien son projet. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un concept extrêmement important pour nous, sur lequel on travaille depuis déjà longtemps et sur lequel on espère pouvoir évoluer encore plus dans les prochaines années, parce que nous pensons que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, ça a généré une connaissance, une richesse de connaissances extrêmement importante, et nous voulons absolument partager cette connaissance avec d'autres acteurs en Europe et au-delà. Très rapidement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, vraiment, j'ai beaucoup aimé cette vision, cette analyse que vous avez tous les deux, Raphaël et François, sur la ville en tant que manager, la collectivité en tant que manager d'un écosystème. Parce que quand je réfléchis au futur de Cycloterre et des autres, qui ne s'appelleront pas forcément Cycloterre, qui vont reproduire des initiatives similaires, je n'aime pas l'idée de me dire que ça va être des projets sous perfusion. Et donc, si, quand on parle du rôle de la collectivité, on imagine seulement le rôle de financeur permanent d'une activité qui n'est pas en capacité de prendre son autonomie et de s'autogérer, je pense que ce n'est pas un bon modèle, ce n'est pas un modèle souhaitable pour moi. En revanche, si la ville, les territoires sont là en tant qu'acteur légitime pour mettre en musique un écosystème, là, c'est tout à fait autre chose. Et donc, c'est vraiment la direction que je souhaite que la réplication de Cycloterre pourra prendre. Et moi, je remercie François pour cette analyse, parce que c'est vrai que je trouve ça vraiment fécond comme notion d'écosystème, mêlant public-privé et sans qu'il y ait de segmentation ou de répartition des rôles préattribués, et pour résoudre les problèmes immenses qui s'offrent à nous. Enfin, je pense que c'est vraiment une piste à développer de manière, je pense, urgente, et du coup c'est important, cette prise de conscience, de montrer que voilà, on n'oppose pas les gens, on prend les compétences où elles sont, et c'est simplement on met en musique pour que chacun y trouve son intérêt. Donc vraiment merci de cette analyse. Alors, il me reste à vous remercier tous les 5 pour cette table ronde très riche, sauf si François tu vas rajouter quelque chose, mais j'ai pas l'impression, je pense qu'on a fait le tour. Merci à Jean pour son intervention de ce matin.